Le milliardaire William Davidson, un titan de l'industrie technologique de 53 ans qui avait bâti son empire sur la côte ouest en 25 ans d'ambition impitoyable, se tenait figé dans son bureau au 40e étage, les yeux rivés sur la ville qui s'étendait comme un tapis de lumière indifférente. L'avocat James Voice venait de trancher le silence avec une nouvelle dévastatrice. La corporation Yamamoto annulait leur contrat de 2,5 milliards de dollars, invoquant des incompatibilités culturelles et éthiques. William répéta les mots avec incrédulité, son esprit tourbillonnant autour des négociations impeccables qu'il avait menées, des présentations polies, des détails minutieusement peaufinés pour conquérir le marché asiatique. Mais James, ajustant nerveusement ses lunettes, insista sur la culture japonaise, cette valorisation du respect mutuel et de l'harmonie qui rendait certains incidents, des éclats d'impatience, des gestes négligents, inoubliables. Déjà, 3 autres contrats avaient sombré. Harrison Industries, Melbourne Corp et même les frères Chen, ces immigrants qui l'avaient aidé 10 ans plus tôt, tous citant les mêmes vagues reproches sur les valeurs. Était-ce une conspiration? Tandis que James disséquait les clauses légales, William, distrait, jeta un regard vers le coin du bureau où Grace Thompson, la femme de ménage noire dans la quarantaine qui veillait sur ces lieux depuis 5 ans, vidait discrètement les corbeilles et rangeait les papiers avec une efficacité invisible, exactement comme il l'exigeait de son personnel subalterne. À ses côtés, adossée au mur sur le sol, sa fille Isabella, une fillette de 12 ans aux yeux bleus perçants, feuilletait un épais volume sur les protocoles diplomatiques internationaux, un choix absurde pour une enfant, pensa William avec irritation, probablement pour impressionner quelqu'un en feignant une maturité qu'il n'avait pas. Isabella accompagnait souvent sa mère après l'école, restant muette et immobile, une présence tolérée tant qu'elle ne dérangeait pas le grand homme. Pourtant, dans ses yeux calmes, une sérénité étrange flottait, comme celle de qui a traversé des tempêtes bien pires que les siennes et en a tiré des secrets que les adultes ignorent. William chassa l'idée d'un revers mental. Une gamine de 12 ans se file de la femme de ménage avec des réponses ridicules. Mais alors que Grace et Isabella se préparaient à partir, il ne put s'empêcher de fixer la petite, sentant un malaise diffus, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait juste sous le nez. Les jours suivants transformèrent ce malaise en avalanche. La corporation Mitchell, partenaire fidèle depuis 15 ans, rompit froidement par email, déplorant des pratiques inappropriées qui heurtaient leurs valeurs corporatives. Puis ce fut le groupe allemand Hoffmann, les Suédois de Nordic Solutions et la famille Chen qui annula leur projet de centre commercial, une trahison qui fit bouillir le sang de William après tout ce qu'il avait fait pour eux. Patricia, son assistante loyale, apporta une pile de refus. Les clients déclinaient les réunions, les décisions étaient définitives. Pour la première fois en un quart de siècle d'affaires impitoyables, William goûtait le rejet collectif, une amertume qui le rongeait comme un poison lent. « C'est une conspiration », marmonna-t-il en arpentant la pièce, relisant les messages pour y déceler des mensonges cachés
ignorant que son empire éthique, certifié internationalement, masquait une faille plus profonde. Son arrogance, cette habitude de traiter les inférieurs, serveurs, chauffeurs, personnel de nettoyage, avec un mépris distrait, convaincu que les affaires se mesuraient en compétences, non en sourires forcés. Cet après-midi-là, tandis que Grace et Isabella vaquaient à leur routine, William, incapable de se concentrer sur les rapports financiers déclinants, observa la fillette plongée dans un ouvrage sur la psychologie culturelle et la communication internationale. « Quel genre d'enfant lit ça ?» se demanda-t-il, agacé, certain qu'elle n'en saisissait pas la moitié. Mais Isabella, sentant son regard pesant, leva les yeux et, d'une voix claire et mature qui le stupéfia, car en 5 ans, elle ne lui avait jamais adressé la parole, demanda « Monsieur Davidson, avez-vous eu des réunions avec des personnes du Japon récemment ?» Pris au dépourvu, il balbutia une question en retour et elle referma son livre avec calme. Mon professeur d'histoire expliquait les cultures et elle a dit qu'au Japon, ils observent comment vous traitez ceux que vous considérez comme moins importants, serveurs, chauffeurs, personnel de nettoyage, car cela révèle votre vrai caractère quand personne d'important ne regarde. Grace lança un regard d'avertissement à sa fille, mais William, intrigué malgré l'irritation, pressa pour en savoir plus. Isabella, avec une sagesse tranquille, cita son enseignante. Un test invisible de l'âme. Un frisson le traversa. Il se remémora vaguement son impatience avec un serveur lors d'une réunion japonaise, son ignorance du personnel d'hôtel. Ridicule, grogna-t-il, les affaires, c'est de la compétence, pas des politesses pour les domestiques. Elle hocha la tête respectueusement, mais son ton, cette maturité décalée, le hanta toute la nuit. Seul dans son penthouse de 20 millions de dollars, William appela Robert, son vieil ami de Mitchell Corp. « Dis-moi la vérité, pourquoi l'annulation ?» Après un silence lourd, Robert soupira. « William, tu es brillant, mais as-tu vu comment tu traites les gens? À Chicago, tu as humilié ce jeune cadre, Marcus Chu, pour un café renversé devant des clients japonais, tu l'as traité d'inutile, d'incompétent devant 50 personnes. Yamamoto a vu ça, et pire, ton mépris pour le personnel de l'hôtel, ce n'est pas de la critique, c'est de la cruauté. Le souvenir le frappa comme un coup. Il avait vu ça comme une leçon méritée. Tremblant, il raccrocha, confronté pour la première fois à une vérité qu'il avait fuie. Le problème n'était pas dehors, c'était lui, ce mur d'arrogance qu'il érigeait contre le monde. Le lendemain, lors de sa ronde matinale, il observa ses interactions avec une acuité nouvelle et douloureuse. Les gardes de sécurité salués d'un grognement, le personnel de nettoyage ignoré comme des meubles, Patricia traitée comme un outil jetable, et chaque fois ses yeux glissaient vers Isabella dans son coin, avec ses livres impossibles, et une voix murmurait. Elle savait, depuis le début. Admettre qu'une fillette de 12 ans, fille de sa femme de ménage, et percer ce qu'un diplômé de Harvard avait manqué était humiliant, impensable. Alors il haussa ses murailles plus haut, se convainquant que le monde avait tort, que son empire prouvait sa supériorité.
mais la nuit, seul, il fixait le coin vide où elle s'asseyait, hantée. Quelles autres vérités ignorait-il? La chute s'accéléra. 6 contrats de plus annulés en une semaine, dont le partenariat Tesla conquis en 3 ans de labeur. Licenciement massif, murmura Patricia, voix brisée, la paix compromise. William hocha la tête, mais son esprit bouillonnait de ce soupçon lancinant. Et si c'était le miroir qu'il refusait? Cet après-midi, alors que Grace et Isabella nettoyaient, il prit une décision folle. S'approcher de la fillette lisant sur la communication interculturelle. « Isabella, puis-je vous demander comment vous saviez pour les Japonais ?» Sa voix était douce, inédite. Elle referma le livre. « Ma grand-mère travaillait dans un hôtel international. Elle disait que les vrais puissants sont ceux qui remarquent comment vous traitez les invisibles. Il y a 2 types, les constructeurs de murs qui divisent et les constructeurs de ponts qui unissent. Les Japonais, Allemands, Américains veulent des ponts. Vous l'étiez, un mur, mais les murs s'abattent. Voulez-vous apprendre? » Grace s'inquiéta, mais William, sentant une humilité naissante, s'agenouilla. « Que feriez-vous? » Isabella étudia son visage. Arrêter de réparer les contrats, réparer les gens blessés. S'excuser, ce n'est pas avouer une faute, c'est comprendre la souffrance causée. Au Japon, c'est Keisa. S'incliner, reconnaître la douleur, et si trop tard, faites-le pour vous regarder en face. Les mots le transpercèrent. Cette nuit, il écrivit des emails sincères à Marcus pour l'humiliation publique, au serveur de Toronto insulté, à Patricia pour des années de mépris, à des dizaines piétinées sur son chemin. Peu répondirent, certains froidement, mais Marcus appela. « Qu'est-ce qui change ?» Une fillette de 12 ans m'a appris que le pouvoir vrai inspire le respect, non la peur. Ils se virent en égal dans un café. Ainsi commença le voyage, excuses laborieuses, arrogance qui s'effritait comme une armure rouillée. Isabella devint sa consultante officieuse, enseignant code culturel, leadership par l'exemple. Ce n'est pas être poli, c'est se soucier vraiment, et ça se voit dans chaque geste. Grace observait, fière et inquiète, cette surréalité d'une enfant conseillant un milliardaire. 3 semaines plus tard, appel de Kenji Yamamoto. J'entends des changements, une réunion informelle, mais je veux rencontrer l'inspiratrice. Une enfant, dites-vous? William, cœur battant, accepta, conditionné par Isabella. Le respect est sincère. Il testera. La réunion au restaurant Sakura fut un choc. Yamamoto avec 2 cadres, mais aussi Robert, Marcus, la famille Chen. C'était un test à voir Robert. Marcus, après l'humiliation, j'ai contacté d'autres. Nous avons vu si tu changerais vraiment. Chun, une coalition pour tester l'humilité. Yamamoto, une opportunité. La transformation était ton choix. William, abasourdi, se tourna vers Isabella. Expliquez. Elle posa sa main sur la table, calme. Maman rentrait chaque jour me racontant votre mépris pour les inférieurs, garde, livreur.
Quand elle sut pour les contrats, je pesquisai en ligne. Forum de cadres parlait de vous. J'écrivis des emails me présentant comme une élève pour un projet sur le leadership, interviewant leurs expériences. Yamamoto sourit. Ta lettre, articulée, suggérait ta croissance possible. Nous avons annulé pour tester. Blâmerais-tu ou introspecterais-tu? Robert, Isabella surveillait via ta mère tes excuses. Nous confirmions. William, révérencieux, vous avez orchestré ça à 12 ans. Grand-mère disait, les leaders tombent, mais se relèvent changés. Yamamoto, Kaizen, amélioration, mais Ninbenki, formation du caractère, tu l'incarnes. Le test était pour tous. Pouvions-nous pardonner sincèrement? Vous avez passé, dit Isabella. Tous. Rire, applaudissements, contrat restauré, élargi. Condition. Isabella, consultante en culture organisationnelle, salariée, justement. Elle accepta, serrant la main de William. Leadership, comment servir, non être servi. 6 mois plus tard, Davidson Industries dominait, respecté. Une plaque d'or. Département culture organisationnelle, Isabella Thompson, directrice exécutive. À 13 ans, elle briefait PDG, enseignait service sur pouvoir. Harvard proposait un programme sur ses méthodes. Employés unis, sans préjugés. Comment vous remercier? Demanda William. Vous vous êtes sauvé. Je montrai la clé. Grand-mère, bonheur en élevant autrui. L'ancien William, arrogant, solitaire, mort, né un leader élevant. La sagesse vraie, sans âge, fleurit quand orgueil cède à humilité. Les plus grandes leçons viennent des invisibles, rappelant que richesse n'est pas accumulation, mais cœur cultivé.